Chers collègues, la date du 7 octobre dernier a marqué le 25e anniversaire de la création de notre conférence à l'occasion d'un événement co-organisé à Oviedo avec la Junte générale de la Principauté des Asturies. Différentes sessions de travail se sont tenues qui ont été l'occasion de réfléchir aux grands principes portés par la déclaration fondatrice d'Oviedo. Ensuite des discussions, une version renouvelée du document d'Oviedo a été adoptée et signée. J'invite M. Pierre-André Rixon, responsable du service des relations internationales du Parlement de Wallonie, à nous présenter les conclusions de l'événement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Calré, chers collègues, les 6 et 7 octobre 2022, votre conférence a commémoré son 25e anniversaire à Oviedo, dans la Principauté des Asturies, là où son acte fondateur a été signé. Cette commémoration a été voulue comme une démarche de bilan, de prospective, mais aussi de relance. Elle a pris la forme de 3 sessions de travail dédiées à la subsidiarité active, à la coopération interparlementaire, ainsi qu'à la coopération avec le Comité européen des régions. Les 2 journées de travail se sont conclues par un exercice d'auto-analyse, puis par la signature d'une déclaration d'Oviedo actualisée. La célébration des activités de la conférence a également constitué une opportunité de renforcer l'unité entre les assemblées membres après une longue période de pandémie et dans un contexte de crise, appelant une cohésion renouvelée pour répondre avec force aux défis de demain. Je voudrais ici vous présenter la substance des échanges qui sont intervenus. La première session était dédiée à une réflexion sur le principe de subsidiarité. Les échanges ont notamment permis aux participants de s'interroger sur le sens du terme subsidiarité. Forgé en 1992 dans le traité de Maastricht, que recouvre aujourd'hui cette appellation et quel est le sens de l'adjectif actif? Plusieurs assemblées ont fait état de leur attachement au principe de subsidiarité, allant jusqu'à estimer que cet acquis faisait à présent partie de l'ADN de l'Union européenne. Après avoir exposé les différentes procédures internes de contrôle de la subsidiarité, les assemblées participantes se sont accordées sur l'importance de procéder à des échanges de bonnes pratiques en la matière, en vue d'en uniformiser l'application. Cependant, le caractère technico-juridique de ce principe a été épinglé à plusieurs reprises et certaines voix se sont élevées pour appeler à renforcer son opérationnalité dans le but de pouvoir en obtenir de meilleurs résultats. À cet égard, dans le contexte légal actuel, les intervenants se sont accordés pour reconnaître que l'application du principe de subsidiarité arrive trop tard dans le processus décisionnel européen. En effet, lorsque les parlements sont invités à s'exprimer, force est de constater qu'il est souvent trop tard pour pouvoir influer sur les décisions. En d'autres termes, les parlements peuvent intervenir lorsque les décisions sont déjà prises. Il a en conséquence été pointé qu'il conviendrait que les parlements puissent avoir leur mot à dire en amont, au moment de la formulation de la proposition d'acte législatif de la Commission européenne. En outre, les différents intervenants ont évoqué le fait qu'au sein du triangle institutionnel de décision, à savoir la Commission, le Conseil et le Parlement européen, les acteurs de la subsidiarité ne sont pas impliqués, ce qui affaiblit encore davantage
la position de pression de la conférence des assemblées législatives des régions d'Europe. Si les participants ont reconnu que le fait de disposer de pouvoirs législatifs les place effectivement en position relativement privilégiée pour faire entendre leur voix, de nombreux représentants ont appelé de leur vœu l'institution d'une représentation directe de la conférence physiquement à Bruxelles, c'est-à-dire au plus près des institutions. Dans tous les cas, les participants ont exprimé leur volonté que la cohésion entre les assemblées soit renforcée encore davantage afin de disposer de plus de poids dans les discussions. Cette représentation à Bruxelles serait également de nature à renforcer le maillage de la conférence avec d'autres institutions. La deuxième session de travail avait trait à la coopération interparlementaire. L'objectif était de dresser l'état de la coopération entre les assemblées régionales dans le contexte de la gouvernance à multiniveau de l'Union européenne. Comment les assemblées membres de la conférence construisent-elles la coopération horizontale et verticale ? Quels sont les mécanismes à inventer ou à pérenniser ? À l'occasion des échanges qui sont intervenus, la majorité des membres a exprimé le souhait qu'en matière de coopération, la conférence reste la plus neutre, la plus institutionnelle possible, et que les différences de perception qui caractérisent par nature les familles politiques représentées au sein des assemblées puissent être dépassées en vue de favoriser ce qui rapproche les membres de la conférence entre eux. En matière de coopération verticale, comprise comme la pratique de la coopération entre les assemblées régionales et l'Union européenne, certaines assemblées ont souligné le rôle grandissant de leur commission en charge des affaires européennes. Si à l'origine, l'examen des textes européens a pu être diffus, c'est-à-dire traité au niveau des commissions spécialisées, il a été constaté que, progressivement, ces textes ont été davantage traités dans les commissions chargées de questions européennes. Les parlements qui n'ont pas encore constitué de commissions chargées de questions européennes pourraient dès lors en créer dans l'optique d'une réunion entre les membres de la conférence à ce niveau. Il s'agirait d'une sorte de dénominateur commun entre chaque assemblée de la Calré. Ces commissions chargées de questions européennes, siégeant ensemble, auraient ensuite davantage de poids pour représenter la conférence auprès des institutions européennes. Il s'agirait en définitive de créer une sorte de COSAC des parlements régionaux à pouvoir législatif. Reconnaissant que les défis auxquels ils font face ne connaissent pas de frontières, les membres ont en outre souligné l'importance de la coopération horizontale. Les représentants d'assemblées espagnoles ont souligné la pertinence de la COPREPA, cet organe réunissant les parlements régionaux espagnols, qui a notamment permis d'échanger de bonnes pratiques, des expériences, mais aussi des technologies, notamment durant la période de pandémie. Ce modèle pourrait très bien se voir appliqué à l'ensemble des régions membres de la conférence.
La pratique du fédéralisme a également été évoquée par les délégations belges, qui ont mis en avant leur mécanisme de règlement des différends lorsqu'une entité s'estime lésée par la mise en place de mesures politiques par une autre entité. L'Italie, elle aussi, a mis en place une conférence réunissant les assemblées législatives nationales. Cette organisation comporte deux spécificités qu'il convient de souligner. La première est qu'elle ne se limite pas à une conférence des présidents d'assemblée, puisqu'elle permet également de réunir des groupes de travail thématiques. La deuxième est qu'elle assure une fonction de transmission des messages des assemblées régionales vers la Chambre et le Sénat. Tous ces mécanismes pourraient nourrir une réflexion sur la réforme des relations entre les membres de la conférence. La troisième et dernière session avait pour objet de procéder à un échange sur les relations entre la CALRE et le Comité européen des régions. Si dès les années 1990, les institutions européennes se sont interrogées sur la nécessité de représenter les régions d'Europe, il n'en demeure pas moins qu'un véritable rôle dans le processus décisionnel européen ne leur a jamais été reconnu. Après 25 ans d'existence de la CALRE, quel bilan peut-on tirer des échanges et surtout, comment peut-on organiser les relations ? Les échanges qui sont intervenus ont notamment permis de mettre en lumière que le fait de donner plus de pouvoir au Comité européen des régions implique de modifier le triangle décisionnel européen composé du Conseil, de la Commission et du Parlement. Changer cet équilibre impliquerait de très nombreuses critiques qui émaneraient certes de ces trois institutions, mais également des régions à pouvoir non législatif. En tout cas, si une place particulière devait être réservée aux régions à pouvoir législatif. Il conviendrait donc de favoriser une approche subtile, pouvant consister en une structuration plus accrue de l'organisation entre régions à pouvoir législatif au sein du Comité européen des régions, plutôt que de vouloir réformer les traités de manière trop brutale. Par ailleurs, au-delà de la question de la distribution du pouvoir décisionnel, la question de la représentation des parlements au Comité européen des régions a été soulevée. En effet, pour certains pays, les représentants au Comité européen des régions sont des représentants des exécutifs et non pas des parlements. Enfin, l'idée d'organiser un dialogue plus structuré entre les groupes de travail de la CALRE et du Comité européen des régions a fait l'objet d'échanges. À titre d'exemple, les rapports des travaux menés au sein des groupes de travail pourraient être communiqués et présentés aux commissions spécialisées du Comité européen des régions. Au terme des 3 sessions de travail qui viennent d'être brièvement résumées, les membres de la conférence ont procédé à un exercice d'auto-analyse ayant pris à la fois la forme d'un bilan et d'un résumé des perspectives de développement 25 ans après la signature du document d'Oviedo.
Cette analyse a notamment permis de mettre en lumière une série de faiblesses de la conférence. À cet égard, il a notamment été souligné par certains membres que l'absence de statut juridique est de nature à affaiblir son rôle d'interlocuteur pour les autres associations européennes. Par ailleurs, et cela a constitué un fil conducteur tout au long des travaux menés à Oviedo, son absence de représentation permanente à Bruxelles l'empêche d'être physiquement là où les décisions se prennent, tout comme son absence l'empêche d'être visible pour ses alliés objectifs. Dans le même ordre d'idées, il a été constaté que la Calré ne dispose pas d'un secrétariat permanent et que la présidence est limitée à 1 année, renouvelable 1 fois. Ce fait est de nature à porter préjudice à la mémoire des activités de la conférence et empêche, dans une certaine mesure, la tenue d'archives. Enfin, une dernière faiblesse a été évoquée. Il s'agit de l'absence de budget. Il s'agit là de constats susceptibles de pouvoir nourrir des réflexions ultérieures quant aux perspectives de développement de la conférence. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Calré, chers collègues, brièvement résumé les travaux de commémoration des 25 ans de la conférence. Le rapport que je viens de parcourir avec vous brièvement sera bien entendu distribué aux membres. En attendant, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Rixon.